Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu bilan de toute l'année 2025. L'idée c'est que j'ai fait des sortes de catégories qui correspondent un peu à des moods qu'on peut ressentir une fois qu'on a terminé un livre ou un film. Et que j'ai classé en gros les lectures et les films qui avaient un peu marqué mon année dans ces catégories. Donc l'idée c'est vraiment pas de venir en détail sur chacun de ces livres et films parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et c'est pas l'idée. Mais c'est plus voilà, de les mettre un peu en avant comme ça. Donc ce sera pas du tout une liste exhaustive de tout ce que j'ai lu, mais si vous voulez des avis plus ou moins détaillés, je mets toutes mes lectures en story à la une sur mon compte Instagram, et après pour les films, vous pouvez me suivre sur Letterboxd si vous voulez. Je mets pas vraiment des critiques très détaillées, mais comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les films que je regarde. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Letterboxd, n'hésitez pas à me dire parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes à suivre pour enrichir ma watchlist un peu plus. On commence tout de suite avec beaucoup de fun pour la première catégorie puisqu'il s'agit de Je n'étais clairement pas prête. Donc ce sont des livres ou des films pour lesquels je savais que le sujet allait être dur, que ça allait pas forcément être facile, et bah ça l'était pas. Je vais donc évidemment citer L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qui est un film donc clairement sur l'emprise et les violences conjugales, qui est un des films les plus effrayants que j'ai vu de toute ma vie, et qui est pour le coup vraiment magistral je trouve, à la fois dans sa réalisation et dans le jeu des actrices. Après moi j'ai un amour infini pour Virginie Efira, mais là vraiment pour moi elle surpasse absolument tout ce que j'ai pu voir dans le reste de sa filmographie. Voilà, c'est clairement pas un film à voir si vous allez pas très bien, mais par contre si vous avez envie d'un bon thriller, vous pouvez y aller. Je vais ensuite évidemment parler de la série que j'ai enfin vue cette année, qui est The Leftovers, une série que je voulais voir depuis super longtemps et qui m'a clairement pas déçue, sur lesquelles j'ai émis quelques petites critiques, mais ça a pas enlevé l'espèce de mood que j'ai eu à la fin de waouh, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini cette série. C'est une série dans laquelle 2% de la population a un jour mystérieusement disparu, et donc on va suivre toutes les personnes qui restent, donc The Leftovers, et qui tentent de survivre après ces disparitions complètement inexpliquées. C'est une série hyper étrange, c'est par le créateur de Lost. J'ai pas vu Lost, mais je sais qu'il y a des similitudes à la fois dans la réalisation et dans les thèmes et dans la façon dont c'est abordé et dans la narration. Vraiment, si vous cherchez une série dans laquelle vous vous plongez à corps perdu, avec des personnages vraiment pas toujours sympas, mais moi j'aime bien les anti-héros, donc du coup ça me va parfaitement. Allez-y, c'est pas forcément évident de se lancer au départ, les premiers épisodes sont un petit peu opaques, vous pouvez avoir l'impression que vous ne comprenez pas, mais les pièces du puzzle s'assemblent au fur et à mesure. Ça reste quand même une série dans laquelle vous allez avoir plein de choses que vous n'allez pas savoir à la fin. Il faut, il faut savoir que le créateur de la série a un peu été... on va dire trauma par son expérience de Lost et le fait que la fin lui a été beaucoup reprochée, donc clairement dans The Leftovers, il a décidé de juste pas donner de réponse à la plupart des intrigues, et en fait c'est ce qui fait aussi tout le mystère et tout l'intérêt de la série à mon sens. Donc vraiment The Leftovers, énorme banger. Et en termes de lecture, je suis obligée évidemment de citer les cercueils de zinc que j'ai lus en lecture commune pour le Mathilda Book Club, ou un book club où on n'était pas beaucoup, parce que pour des raisons compréhensibles, ça a été un livre qui a été très difficile à lire. On parle des soldats russes qui ont été envoyés en Afghanistan, et de tout l'après en fait, et de toutes les familles des victimes qui n'ont pas pu obtenir réparation parce que l'État n'a clairement pas pris sa part de responsabilité dans cette guerre a posteriori. Il s'agit là de littérature documentaire, c'est-à-dire que l'autrice Svetlana Alexievitch a recueilli des témoignages qu'elle a ensuite mis en lien les uns avec les autres. Et donc le livre est divisé en deux parties. D'une part on a ces témoignages et d'autre part on a l'après,
parce que l'autrice a été poursuivie pour ce livre, qu'elle a été clairement persona non grata en Russie et qu'elle l'est toujours aujourd'hui. C'est pas son coup d'essai, elle avait déjà écrit sur d'autres guerres, sur d'autres événements politiques qui lui avaient valu à peu près les mêmes procès. Mais donc voilà, c'est pas un livre que je pourrais vraiment résumer, je pense que ça serait pas y faire honneur. Si vous avez envie de vous y intéresser, ça reste un témoignage historique hyper intéressant sur un pan de l'histoire que pour le coup moi je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, ayez le cœur bien accroché quoi. La deuxième catégorie, tout ça pour ça, c'est tout simplement les œuvres qui m'ont déçue, pour lesquelles je me suis dit que j'aurais pu employer ces heures de visionnage ou de lecture à autre chose. Ça arrive, mais c'est vraiment cette sensation de... Voilà, vraiment, gros soupir. La première, et j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram, c'est Le meurtre du commandeur de Murakami. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup Murakami à la base, je sais que c'est pas un auteur qui fait consensus. Moi il y a certaines de ses œuvres qui ont clairement jalonné ma vie de lectrice et que je porte vraiment dans mon cœur. Mais alors là, Le meurtre du commandeur, je crois que je suis arrivée à saturation et je crois que en fait tout ce que Murakami pouvait m'apporter, je l'ai déjà lu et que donc je vais juste arrêter là parce que le dernier que j'avais lu, c'était Chronique de l'oiseau à ressort que j'avais aussi trouvé beaucoup trop long, mais alors là, Le meurtre du commandeur, ça partait vraiment dans tous les sens. Avec des passages franchement malaisants. Pour vous dire, j'ai lu le premier tome en papier parce qu'on me l'avait offert, le deuxième, je l'ai écouté en audio en l'empruntant à la médiathèque parce qu'en fait, je me disais, j'ai pas envie de passer toutes ces heures de lecture alors que je pouvais faire autre chose. Donc en fait, j'ai dessiné et donc j'ai un peu rentabilisé ce deuxième tome parce que j'avais quand même envie de savoir comment ça finissait. J'ai un peu du mal à pas finir parce que j'avais envie de voir. Puis je me disais, peut-être qu'il va se passer un truc. Mais non, il se passe rien, juste c'est un enchaînement de péripéties, de quelque chose qui aurait pu faire une très bonne nouvelle parce que Murakami est un excellent novelliste. Mais là, ouais, Le meurtre du commandeur, c'était trop long. J'arrête les frais. En termes de film, je pense que ma plus grosse déception, ça a été Gran Torino, que j'avais jamais vu. Alors, je sais que Clint Eastwood est un gros droitard, mais je trouve que ça se ressent pas toujours dans les films qu'il fait. Gran Torino, je suis un peu tombée des nues. C'est vraiment ton tonton raciste qui part en roue libre pendant 2 heures, pour lequel on est censé avoir un minimum d'empathie parce qu'à la fin du film, il retient le prénom du personnage principal, enfin du deuxième personnage principal. Voilà, désolée à toutes les personnes qui aiment ce film, mais pour moi c'est juste vraiment pas possible de regarder ça. Et l'autre film qui m'a pas mal déçue pour le coup, où j'en attendais pas énormément, mais je m'attendais quand même à passer potentiellement un bon moment, c'est Wonka, que j'ai regardé un peu par curiosité parce que j'avais envie d'un truc pas prise de tête. Mais waouh, qu'est-ce que c'était nul. Encore une fois, désolée, hein, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont créé une trame narrative complètement différente de l'histoire originelle de Roald Dahl, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Bon, le tout empreint de plein de grossophobie, qui était présente dans l'œuvre de Roald Dahl, mais à un moment donné, tu fais un film en quoi? C'est en 2023, 2024 qu'il est sorti. Tu peux créer ton histoire en échappant à ça, en fait. L'œuvre originelle, elle est ce qu'elle est. Je sais que c'est un film jeunesse, mais j'ai aucun problème à regarder des œuvres jeunesse en acceptant qu'elles sont ce qu'elles sont. Pour moi, là, Wonka, c'est juste un raté total. Les musiques sont même pas si bien que ça, le jeu d'acteur est pas ouf à mon sens. Non, vraiment, pour moi, y a rien qui va. Bon, maintenant qu'on a bien ragé, on va repartir dans du positif avec des œuvres qui donnent envie de tout brûler, mais plus pour des raisons de colère militante et donc que moi je considère comme de la bonne colère. J'en ai déjà parlé ici sur mes précédentes vidéos, il y a évidemment Comment saboter un pipeline de Andreas Malm, l'ouvrage collectif Débordé et Bolloré, donc si ces 2 livres vous intéressent, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes où j'en parle un petit peu plus en longueur. Et le 3e livre que je vais citer, il s'agit de White Tears, Brown Scars, qui est un livre que je voulais lire aussi depuis assez longtemps, que j'aurais un petit peu du mal à résumer, mais qui en gros retrace
les biais et les limites du white féminisme. Alors il est disponible que en anglais, mais je le trouve pas vraiment inaccessible. Si vous avez un niveau à peu près correct d'anglais, vous devriez pouvoir réussir à le lire. J'espère évidemment qu'un jour il y a une maison d'édition française qui va se lancer dans sa traduction. Mais bon, pour le moment ce n'est pas le cas. C'est aussi un livre qui a une bibliographie assez impressionnante dans laquelle j'ai noté beaucoup de titres. Donc voilà. On passe à une toute autre ambiance avec la 4e catégorie qui est Laissez-moi y retourner. Ce sont donc des œuvres dans lesquelles on se plonge à corps perdu et dont on n'a pas envie de ressortir. En film, il y a eu Arco, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a eu Amélie et la métaphysique des tubes, pareil, petit bijou. C'est 2 films d'animation où je me suis dit, franchement, si j'ai des enfants un jour, j'ai trop envie de leur montrer. Et même sans avoir d'enfants, ce sera des films dans lesquels je prendrai plaisir à retourner. Et je pense que c'est vraiment à ça qu'on reconnaît les bons films, c'est ceux où en sortant de la séance on se dit waouh, j'ai trop envie de les revoir un jour parce que je sens déjà qu'ils vont me marquer durablement. En livre, il y a eu Le Cercle des Dragontés, qui est un album jeunesse absolument adorable. Petite bulle de douceur, ça fait vraiment l'effet d'un plaid en pilou-pilou. J'ai très envie de continuer à lire de la jeunesse, parce que juste ça fait du bien. Et que c'était pas un livre qui était empreint de bons sentiments dans le sens mielleux, c'était juste un livre qui faisait du bien, où tout n'était pas facile, mais où les choses finissaient bien à la fin. Et voilà, des fois j'ai besoin de lire ce genre de choses. En film, il y a également eu Dans la cuisine des Nguyen, qui est un film qui est sorti cette année, qui est une comédie musicale française que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas forcément à grand chose et j'ai passé un super moment. Si vous aimez les comédies musicales, vraiment regardez-le parce que, si vous aimez la cuisine et les comédies musicales, regardez-le, c'était vraiment génial. Et le dernier livre de cette catégorie, dans un tout autre style de Laissez-moi y retourner, parce qu'il s'agit plutôt d'un livre pour lequel en fait vous le refermez et vous êtes là, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? C'est un livre indescriptible, c'est un livre maison, c'est un livre dans lequel on va se réfugier, c'est un livre dont j'avais besoin pendant mon mois de décembre qui a été très dense, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un livre dans lequel je retourne tous les soirs sans me poser de questions, juste pour retourner dans l'ambiance. Ce livre c'est La maison dans laquelle de Marianne Petrosian. C'est un livre qui généralement marque les personnes qui l'ont lu et à juste titre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire parce que depuis que je l'ai refermé, j'ai envie d'en discuter avec d'autres gens parce que c'est un livre qui est riche, c'est un livre qui est dense. C'est un livre qui est indescriptible parce que vraiment pour moi c'est vraiment un roman d'ambiance. On y parle du fait de grandir, on y parle du fait de... En fait, on y parle de beaucoup trop de choses, je peux pas vous le résumer, mais c'est un livre incroyable qui, moi, va me marquer durablement, que je suis hyper contente d'avoir enfin lu et que je garde avec beaucoup d'émotion dans ma bibliothèque. 5e catégorie, Judge by the Cover. Les livres et les films que j'ai lus et vus uniquement à la base parce que la couverture ou l'affiche m'a happée. En film, il y a eu Brief History of a Family, je trouve cette affiche absolument sublime, enfin vraiment j'aime trop la composition. Le film m'a pas hyper emballée en vrai, j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé que le rythme était un peu inégal. C'était pas mal, mais il m'a manqué un truc. Mais bon, je trouve toujours l'affiche toujours aussi belle. En livre, il y a eu Girlfriend on Mars de Deborah Willis que j'ai vu en librairie et vraiment la couverture m'a happée. J'avais trop envie de me plonger dans cette histoire et l'histoire m'intéressait aussi. Il s'agit d'une émission de télé-réalité qui en gros va faire concourir plusieurs jeunes adultes et dont les deux gagnants auront le droit d'aller participer à une mission sur Mars. Et donc on va suivre Amber, je ne sais plus, une des participantes à ce jeu, et son petit ami qui du coup reste chez lui et qui regarde les émissions en se disant que potentiellement, dans quelques mois, sa petite amie part sur Mars pour une durée indéterminée. Et c'est un livre qui pour le coup m'a beaucoup touchée, qui retraçait très bien, je trouvais, ce côté un peu... Qu'est-ce que c'est de vivre dans une époque qui se casse la gueule et dans laquelle on a du mal à trouver du sens. C'est un livre dont je reparlerai parce que je prépare une vidéo en lien avec la télé-réalité
dans lequel du coup je vais l'intégrer. Ouais, vraiment ça a été une très bonne surprise et pour le coup il m'a vraiment attirée uniquement par la couverture au départ. L'autre livre que j'ai acheté pour la couverture, alors que le graphisme à l'intérieur m'intéressait pas forcément, mais juste c'est la couverture qui m'a happée, c'est La Mourante de Pierre Alexandrine. Pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je trouve pas le dessin incroyable, enfin vraiment à titre personnel, sur le reste du livre, mais par contre je trouve que la couverture est absolument dingue. La prochaine catégorie, où est-ce que j'étais passée pendant tout ce temps, ce sont les livres et les films que j'ai enfin vus, alors que tout le monde sur la planète les a déjà vus. Donc là, je vais pas m'étendre sur ces œuvres parce que c'est des œuvres dont on a déjà parlé en long, en large et en travers, et c'est pas moi qui vais vous apprendre quelque chose dessus. J'ai enfin vu Parasite, j'ai enfin vu Hunger Games, j'ai enfin lu Moi ce que j'aime c'est les monstres, et j'ai enfin vu Shutter Island. C'est 4 œuvres que j'ai adorées, qui m'ont énormément marquée cette année. C'est même pas que j'étais passée à côté, c'est plus que j'attendais un peu le bon moment pour les voir, ou alors peut-être que j'avais peur de pas aimer parce qu'on les encensait trop, ou alors au contraire ça m'impressionnait. Je pourrais aussi citer L'Art de la Joie, mais j'ai un peu moins aimé L'Art de la Joie, donc je le mettrai pas forcément dans cette catégorie. Là, c'est vraiment les œuvres où pourquoi j'ai attendu aussi longtemps alors que c'était vraiment génial. Avant de passer à mes favoris, on va parler des œuvres qui m'ont fait pleurer parce qu'on adore pleurer ici. Je vais évidemment parler de Arrives Under the Sea de Julia Armfield, un des livres que j'ai lu qui m'a le plus marqué, je pense. Bon, ça fait que 2 mois que je l'ai lu, donc je vais pas forcément dire un des livres qui m'a le plus marqué de ma vie parce que j'ai pas suffisamment de recul, mais clairement ça a été un de mes coups de cœur de cette année. C'est un livre qui m'a dévastée, mais c'est un livre que je trouve profondément beau, dont je vais saouler les gens, je pense, pendant très longtemps avec. Les gens qui me connaissent, vous savez à quel point je vous ai saoulé pour que vous lisiez Babel. Bon bah clairement, celui-ci ça va être la même propagande. Un autre livre qui m'a fait pleurer, qui m'a vraiment serré le cœur, c'est Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon, sur un tout autre thème, mais que j'ai trouvé vraiment très fort dans l'émotion que l'autrice a su insuffler dans un exercice d'enquête familiale vraiment pas évident, que j'ai trouvé vraiment très très fort. Et pour finir avec les livres, Les Abysses de River Solomon. J'ai lu toute la biblio à part Model Home de River Solomon cette année. Les Abysses restent clairement mon préféré. Model Home, je viens de le lire donc j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler et du coup il fera de toute façon partie de ma liste de 2026. En tout cas du coup dans tous ceux que j'ai lus en 2025, Les Abysses restent très clairement mon préféré. Pour ce qui est des films, il y a eu Ma vie de courgette, que pareil j'aurais pu voir il y a super longtemps quand il est sorti, mais j'étais un peu passée entre les mailles. Toutes les réalisatrices qui disent oui mais le film dure longtemps, le film dure 3 heures parce qu'on voulait y insuffler autant d'émotions. Ma vie de courgette il dure 1h10, 1h06, je sais plus combien de temps il dure, mais il est vraiment, je crois qu'il dure 1h06, très clairement. Arriver à mettre autant d'émotions dans 1h06, c'est juste la preuve qu'il n'y a pas besoin de faire des films de 4 heures. Faites des séries si vous voulez faire durer vos fictions aussi longtemps. Gros coup de cœur. Et autre film qui m'a beaucoup marqué cette année, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Un film qui est sorti au cinéma cette année et je suis sortie de la séance, c'est ce que je disais précédemment, je suis sortie de la séance et j'avais envie de le revoir. Donc pour moi, c'est la preuve qu'un film a complètement fonctionné sur moi. C'est un film qui était triste mais qui était en même temps vraiment plein d'amour, plein d'espoir, sans être dans des trucs de bons sentiments ou quoi que ce soit, mais juste c'était beau quoi. C'était franchement c'est dans mon top des films que j'ai vus cette année, cinéma et streaming confondus. Et enfin, la dernière catégorie, les films et les livres qui rejoignent mes favoris de tous les temps, tout simplement. En film, il y aura eu Panic Room, il y aura eu Coco, il y aura eu Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Mais vraiment, Panic Room et Coco, c'est pareil, c'est 2 films où je me suis dit mais pourquoi est-ce que je les ai pas vus avant? Et c'est juste tout ce que j'aime. Et en livre,
C'est toujours compliqué, je trouve, de rajouter des livres qu'on vient de lire à ses favoris de tous les temps. Néanmoins, je pense qu'il y en a deux qui sortent clairement du lot cette année. C'est donc Arrive Under the Sea et Station Eleven de Emily St. John Mandel. Je pourrais aussi citer La Maison dans laquelle, mais pour moi La Maison dans laquelle il est presque hors catégorie. Puis encore une fois je viens de le lire, donc c'est trop frais dans mon esprit, même si je sais qu'il va me marquer longtemps. Les deux autres, je sais qu'ils sont dans mon top, c'est vraiment tout ce que j'aime en littérature, c'est vraiment ça que j'ai envie de lire, c'est vraiment pour ça que j'aime lire. Deux coups de cœur et deux autrices que j'ai envie de suivre, dont j'ai envie de lire autre chose. Mariam Petrosian, malheureusement La Maison dans laquelle c'est son seul livre. Bon, en même temps, quel livre? Franchement, quand tu fais un livre comme ça, t'as pas forcément besoin d'écrire autre chose derrière. Mais du coup voilà, Emily St. John Mandel, Julia Armfield, je sais que ça va être des autrices que j'ai très envie de découvrir en 2026 sur leurs autres ouvrages. Ce qui m'amène à mes objectifs de lecture pour 2026. Enfin, quand je dis objectifs, c'est plutôt des envies parce que si je me mets des objectifs, je sais que je vais pas forcément les suivre. J'ai très envie de continuer à lire de la jeunesse, je m'y suis un peu remise cette année et franchement ça me plaît vachement et ça me fait du bien en fait de relire de la jeunesse, donc je vais continuer à explorer de ce côté-là. J'ai commencé à lire de la science-fiction cette année et pareil, truc que j'aime beaucoup. Enfin j'ai dit commencer, j'en lisais un petit peu quand j'étais au collège mais c'était vraiment les quelques titres qu'on m'avait mis entre les mains, donc j'ai vraiment très peu de connaissances de cette littérature-là et j'ai envie de m'y mettre. Ça m'intéresse, ce que j'ai lu pour le moment me plaît énormément, donc j'ai envie de poursuivre. Et concernant la chaîne, j'ai envie de faire des vidéos thématiques, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer des petits bilans culturels de temps en temps, mais qui seront pas forcément mensuels. Par contre, j'ai envie de faire des vidéos thématiques, j'en ai déjà deux auxquelles je pense et pour lesquelles j'ai commencé à écrire un peu les scripts. Et voilà, j'ai envie de continuer à faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs aux personnes qui ont pris le temps de soit me laisser des petits commentaires, soit de venir me parler en DM sur Instagram, ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai pas d'ambition particulière pour cette chaîne YouTube, je l'ai vraiment ouverte plus pour moi, garder une trace et pour me challenger un peu, pour mettre en mots des ressentis. Mais je suis très contente, ne serait-ce que s'il y a quelques personnes qui regardent et à qui ça donne envie de lire certains ouvrages ou si ça peut ensuite ouvrir des échanges avec d'autres personnes, ça me fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve j'espère très prochainement pour les vidéos thématiques que j'ai prévu de faire. D'ici là vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Patience Club pour tout le côté un peu créatif, sur J'ai compris tous les mots, pour le côté plus littéraire et film. J'ai publié des petits bilans 2025 là-bas. A bientôt, portez-vous bien et bonne année à vous. Salut!